Bienvenue dans Causerie du soir sur notre chaîne C'est entre nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une scène assez incroyable. On est le 10 avril 1897 sur les hauts plateaux de la Corne de l'Afrique. Ouais, à Addis Abeba, plus précisément. C'est ça. Il y a cette odeur d'eucalyptus dansant dans l'air et on est juste aux portes du palais impérial. Et là, il y a un homme qui attend. Exactement. Un homme qui vient de passer des semaines à faire un voyage vraiment éreintant. Il porte un uniforme d'officier de la marine impeccable, avec des gants blancs, une épée au côté. Et le truc fou, c'est que c'est pas du tout un émissaire européen. Ah non, pas du tout. Il vient des Caraïbes. Il s'appelle Benito Sylvain et il s'apprête à rencontrer l'empereur d'Éthiopie. Un empereur qui, faut le rappeler, vient tout juste de détruire une armée coloniale européenne. C'est une rencontre qui défie un peu toutes les logiques de l'époque. Mais carrément. Et c'est la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On s'appuie sur des archives historiques fascinantes, notamment les journaux intimes de Sylvain, qui ont été préservés en 1969 par Antoine Bervin, et puis les actes de conférence de l'époque. On va voir comment ce type a littéralement construit un pont entre Haïti et l'Éthiopie. Les deux seules républiques noires indépendantes du 19e siècle. Et pour bien comprendre l'audace de ce diplomate, il faut vraiment regarder la carte du monde à ce moment-là. Ouais, c'est pas la même ambiance qu'aujourd'hui. Mais pas du tout. Le monde, il est quadrillé, dominé par les empires coloniaux européens. L'idée même d'une souveraineté non blanche, pour Paris ou Londres, c'est juste une anomalie. Une erreur dans le système, quoi. Voilà, une erreur à corriger. Donc l'initiative de Benito Sylvain, c'est pas juste de la courtoisie diplomatique, c'est vraiment une tentative de survie stratégique. Et c'est pour ça que la lecture de ces journaux intimes est si prenante. D'accord, décortiquons tout ça. D'où vient cette volonté, chez lui? Pour ça, faut repartir à ses racines. Il est né le 21 mars 1868 à Port-de-Paix. En Haïti, donc? Oui, et naître en Haïti à ce moment-là, c'est pas un détail. C'est grandir dans un paradoxe géopolitique total. Le pays est né de la seule révolution d'esclaves qui a vraiment réussi. Il y a tout l'héritage de Toussaint Louverture. Une fierté énorme, j'imagine. Une fierté inébranlable. Mais d'un autre côté, le pays subit un embargo diplomatique et économique terrible. Haïti est libre, ouais, mais c'est un peu un paria international, entouré de colonies où l'esclavage existe encore. Donc, le jeune Benito, il comprend très vite que cette liberté, elle est super fragile tant qu'ils sont tout seuls. Exactement. Et ça devient d'autant plus concret pour lui quand il arrive à Paris en 1887. Ah oui, il vient pas pour faire du tourisme, lui. Non, il intègre le prestigieux collège Stanislas, puis il fait un doctorat en droit. Et là, le choc des cultures. Il est au cœur de l'Empire. Au cœur de la matrice coloniale, ouais. Il étudie le droit international en plein Paris, la capitale qui justifie ses conquêtes par la fameuse mission civilisatrice. C'est fou. Il a le nez plongé dans les textes qui légitiment l'écrasement des peuples. Et c'est là qu'il réalise que le champ de bataille, il n'est pas que militaire, il est idéologique. Du coup, en 1890, il lance un journal. La fraternité. C'est ça. Un journal hebdomadaire publié à Paris, soutenu d'ailleurs très discrètement par le gouvernement haïtien. Pendant 7 ans, il va démonter point par point l'hypocrisie coloniale française. Alors, attendez, je fais une petite pause là-dessus. C'est génial de publier un journal, mais bon, c'est pas un peu une rébellion de salon, non? Comment ça? Écrire des articles pointus pour des intellectuels parisiens, même avec l'argent d'Haïti, c'est quand même très théorique, non? Comment on passe de la rive gauche à une action diplomatique mondiale? C'est une critique très juste. Beaucoup en restaient à cette posture. Mais Sylvain, lui, s'en sert comme d'un outil de réseautage. Il identifie des alliés. Mais bon, la théorie a ses limites. Ce qui est fascinant ici, c'est que le vrai déclencheur ne vient pas de Paris. Ah, ça vient d'où alors? Ça vient d'un tremblement de terre militaire à des milliers de kilomètres. La bataille d'Adoua. Oula, oui, mars 1896. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Carrément. L'empereur Ménélique II d'Éthiopie écrase littéralement l'armée italienne. C'est pas une petite victoire, c'est une déroute totale. C'est la première fois qu'une nation africaine bat une puissance européenne industrielle sur son propre sol, c'est ça, hein? Absolument. En Europe, c'est la panique, et pour Sylvain, qui est alors officier de marine et qui était passé par l'ambassade d'Haïti à Londres, c'est une illumination. Bah oui, la théorie devient pratique d'un coup. Voilà. Il se dit que si Haïti et l'Éthiopie s'unissent, ça peut tout changer. Et il décide d'y aller lui-même. Et franchement, le voyage, faut en parler. On est en 1897, il n'y a pas d'avion. C'est des semaines de bateaux à vapeur, des caravanes. C'est une vraie mission spatiale du 19e siècle.
Il doit traverser la mer Rouge, passer par des ports contrôlés par les Français, les Britanniques, les Italiens. Ceux-là même qu'il critique dans son journal. C'est ça. Et lui, il y va en uniforme d'officier haïtien. C'est un miracle qu'il n'ait pas été refoulé ou arrêté. C'est un engagement physique total. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, il voyageait pas en touriste. Il amenait des lettres officielles de son gouvernement. Ouais, il devient le câble de communication à lui tout seul. Et quand il arrive enfin au palais, l'accueil est juste incroyable. Les archives parlent d'une salle avec des tapisseries de lion, des boucliers, en éclairage à la lampe à huile. C'est le contraste total avec les salons parisiens froids qu'il connaissait. Et il se retrouve face à Ménélique II et surtout l'impératrice Taïtou Bétoul, une femme brillante, une vraie stratège. Il y a cette phrase de l'impératrice qui m'a marqué dans les archives. Sylvain arrive, très protocolaire, très droit, et elle dit spontanément à son interprète « Il est certainement un homme de notre race ». C'est ça. Ça brise la glace immédiatement. Le protocole européen s'efface. L'empereur le reçoit presque comme un fils disparu. C'est beau. Mais je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on n'est pas en train de romantiser le truc? C'est-à-dire, Ménélique II vient de battre l'Italie, il a les autres puissances sur le dos. Accueillir un diplomate haïtien, francophone, juriste, c'est pas aussi un calcul politique génial? Un opportunisme assumé pour avoir un bon communicant? ah mais totalement. Cela soulève une question importante sur la diplomatie de ces leaders noirs. Ménélique était un joueur d'échecs redoutable. Il n'agissait pas que par émotion, Il savait ce qu'il faisait. bien sûr. Il explique à Sylvain que l'Éthiopie est encerclée. Il utilise le terme chacal pour parler de l'Angleterre, la France, l'Italie. Et là, l'expertise juridique de Sylvain devient une arme massive. Parce que l'argument numéro 1 de l'Europe pour envahir l'Afrique, c'était l'argument moral, non? La fameuse lutte contre l'esclavage interne. La fameuse ingérence humanitaire, oui, un prétexte en or pour piller les ressources, mais Ménélique avait un coup d'avance. Il avait déjà sorti des édits sévères contre l'esclavage en Éthiopie. Pas bête, il leur coupe l'herbe sous le pied. Exactement. Et avec Sylvain, il trouve la voie parfaite pour théoriser ça en Occident, pour dire « Regardez, l'Afrique se gère toute seule, pas besoin de sauveurs coloniaux. Et ça marche, parce qu'il finit par être décoré, hein. La croix de l'ordre de Salomon, rien que ça. » C'est la plus haute distinction. Et surtout, Ménélique le nomme son aide de camp. Il lui dit « Vous serez ma liaison avec le monde panafricain ». L'Éthiopie fait d'un Haïtien son ambassadeur pour fédérer la diaspora noire. Le pont dont on parlait au début, il est acté là. Officiellement. Et fort de ce statut, qu'il va garder jusqu'en 1906 d'ailleurs, Sylvain retourne en Europe. Mais ce n'est plus le même homme. Bah non, il a un empire derrière lui maintenant. Et c'est là qu'on arrive à juillet 1900, à Londres. La première conférence panafricaine. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi c'est si important? Déjà, le lieu. Ça se passe au Westminster Town Hall, organisé par Henry Sylvester Williams. 37 délégués y sont. Et c'est à 2 pas du centre du pouvoir de l'Empire britannique. C'est de la provocation pure et simple. Ah ouais, on est là, juste sous votre nez. C'est la naissance politique du panafricanisme. Et pas juste pour faire joli ou parler culture, hein. C'est un pacte de défense juridique. Il voulait attaquer les atrocités coloniales avec les propres lois de l'Europe. Exactement. Et là, Sylvain réalise un exploit diplomatique incroyable. Il est là-bas en tant que représentant de l'Éthiopie, mais aussi d'Haïti. Simultanément. 2 nations pour un seul homme. C'est fort. Et il fait un discours marquant. L'accord nécessaire à établir entre les races indigènes et les colons européens. Il ne demande pas la charité, il exige un cadre légal. Il devient même le président honoraire de leur association, je crois. Oui, et c'est là qu'il se lie d'amitié avec un jeune chercheur américain, W.I.B. Du Bois, qui va devenir une figure immense des droits civiques. Mais quand on lit les sources, on sent quand même que ça finit par l'épuiser, tout ça, non? Le coût personnel est énorme. Il refait le voyage vers l'Éthiopie en 1903. Il n'arrête pas de lutter, mais la machine coloniale en face est d'une violence inouïe. Ça se ressent dans son dernier gros livre, en 1906. Le sort des indigènes dans les colonies d'exploitation. Ce n'est plus le jeune idéaliste. C'est un rapport clinique, accablant, sur l'impérialisme. Un peu son testament politique. Ouais, et après ça, il rentre en Haïti. Et il meurt en 1915 à Port-au-Prince. Il avait que 46 ans. 46 ans, oui. Épuisé par ses voyages, par ce combat constant, et puis le manque de moyens. Ça passe un peu inaperçu avec la Première Guerre mondiale qui éclate. Mais le truc, c'est que l'infrastructure qu'il a créée, elle est restée. Il a donné une méthode, une matrice pour les générations suivantes. Genre Marcus Garvey, Kwame Nkrumah.
Ce qu'on voit dans ces archives, c'est vraiment la mécanique par laquelle une résistance locale devient globale. Juste en se connectant, il a réussi à contrer l'isolement voulu par les empires. Et ça nous montre encore aujourd'hui à quel point c'est vital de croiser les perspectives. Sylvain utilisait le droit de Paris pour défendre Addis Abeba et Port-au-Prince. Il pensait au-delà de ses propres frontières. C'est ça qui me frappe le plus. On parle d'une époque où l'information mettait des mois à voyager, où bâtir des alliances demandait des bateaux à charbon, de traverser des déserts, de risquer sa vie aux frontières. Et un homme seul, avec sa conviction, a réussi à créer ce pont transcontinental face aux plus grands empires de la planète. Et ça laisse vraiment réfléchir. Aujourd'hui, on a des téléphones, Internet, des communications instantanées. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de créer des solidarités mondiales aussi puissantes pour régler nos propres crises? L'infrastructure est là, le pont technique existe, mais peut-être que c'est juste la volonté de le traverser qui nous manque. Enfin bref, une réflexion à garder dans un coin de la tête. Merci à tous d'avoir suivi cette causerie avec nous.